Donc nous célébrons le 10 décembre le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est quelque chose qui est important, ce mot d'universel, parce qu'il n'était pas prévu au départ. Les rédacteurs devaient rédiger une déclaration internationale. Et c'est eux qui ont décidé au cours du débat, qu'ils ont eu pendant plusieurs mois, de qualifier leur déclaration d'universelle. Cela étant, cet universalisme a été assez contesté parce qu'il n'était pas une évidence. En fait, moi j'aurais tendance à dire, si on veut faire un bilan de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il ne faut peut-être pas s'attacher à une lecture statique des textes, parce que si on prend chaque article comme un concept fondateur, eh bien on est déçu, dans la mesure où on ne retrouve pas dans la réalité des pratiques ces grands principes qui sont affirmés, à commencer par le principe de l'article 1 de la légalité et de l'égalité de dignité. Les hommes sont égaux en dignité et en droit, l'égale dignité de tous les êtres humains. Ça, c'est vraiment l'ouverture de la Déclaration universelle. Elle est loin d'être respectée partout dans le monde. Mais si on prend la Déclaration universelle comme un processus transformateur, c'est-à-dire comme un mouvement plutôt que comme un modèle, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'elle a créé une dynamique. Elle a déclenché l'adoption de quantité de textes et de beaucoup de dispositifs institutionnels autour de ces textes. Pensez simplement aux 2 pactes des Nations Unies sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, culturels et sociaux en 1966, ou à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en 1950, avec son pendant pour l'Amérique latine et ensuite pour l'Afrique, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la Convention interaméricaine des droits de l'homme. Donc on a déclenché, grâce à cette déclaration de 1948, un processus qui est, je dirais, si on cherche à le caractériser au stade actuel, je dirais qu'il est inachevé, mais il a déjà montré qu'il était adaptable à une réalité qui a quand même beaucoup changé depuis 70 ans. Alors c'est inachevé parce que, à l'heure actuelle, les droits de l'homme ne sont pas appliqués dans le monde entier. Il y a une cour européenne, une cour américaine, une cour africaine, mais il n'y a pas de cour pour les autres régions du monde. D'autre part, la déclaration elle-même au niveau mondial n'est pas sanctionnée, n'est pas accompagnée d'une jurisprudence mondiale. Il n'y a pas de cour mondiale des droits de l'homme. Donc c'est un travail qui est encore inachevé, d'autant que beaucoup de droits restent un peu en marge. Ces derniers temps, avec le débat sur les migrations, un groupe de juristes a commencé à envisager la possibilité d'ajouter un droit à l'hospitalité dans la liste des droits reconnus comme universels. Récemment aussi, il y a eu cette décision spectaculaire du Conseil constitutionnel français qui a fait de la fraternité un droit au sens juridique du terme, avec des conséquences en ce qui concerne une limitation du fameux délit dit de solidarité. Alors, le principe de fraternité dans le cas du Conseil constitutionnel, ce n'est pas celui de la Déclaration universelle, c'est celui qui est inscrit dans la Constitution française, et c'est la trilogie bien connue, liberté, égalité, fraternité. Mais on retrouve ce principe dans la Déclaration universelle. Donc on a des éléments de ce que j'appelle l'adaptabilité du texte. En même temps, c'est inachevé parce que il y a par exemple un problème qui n'était pas aussi visible en 1948 et qui est devenu extrêmement important, c'est l'opposabilité des droits de l'homme, pas seulement aux États, ça le principe est acquis au moins dans les régions où il y a un système de cours comme la Cour européenne ou les autres, mais l'opposabilité aux entreprises transnationales, parce qu'on découvre que beaucoup de violations des droits de l'homme sont favorisées
quelquefois même commises directement par ces grandes entreprises qui ont une puissance souvent supérieure à celle des États dans certaines régions du monde. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose d'inachevé et un travail qui doit continuer. En fait, tout ça, on le savait plus ou moins au moment de l'adoption de la Déclaration universelle de 1948. Je pense que les rédacteurs savaient que le texte était inachevé et ils savaient qu'en même temps, ce texte pouvait être adapté à de nouvelles réalités. En revanche, il y a quelque chose qui a été quand même une surprise, en tout cas pour beaucoup de juristes, c'est le fait que cette déclaration que l'on croyait irréversible, on la savait évolutive, mais on croyait que l'évolution se ferait dans le sens de toujours plus de protection des droits de l'homme, eh bien on s'aperçoit qu'elle est réversible. On s'aperçoit, notamment après les attentats du 11 septembre 2001, qu'un grand pays démocratique comme les États-Unis va ouvertement bafouer, transgresser les principes de la Déclaration universelle, à commencer par l'égale dignité qui porte en elle l'interdiction de la torture, l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Quand on sait ce qui s'est passé après le 11 septembre, notamment dans les prisons d'Abu Ghraib et dans les camps de Guantanamo, on mesure à quel point ces textes ont été transgressés, donc il y a une sorte de réversibilité. Alors en 2001, on pouvait penser que ça s'arrêtait au cas des États-Unis, mais on a découvert plus tard, malheureusement aussi en France, notamment après les attentats de Paris, que la question des transgressions par rapport aux droits de l'homme, par rapport à l'état de droit, se posait partout. Elle se pose d'ailleurs dans d'autres pays européens, on le sait aussi. Donc il y a la surprise qui est de voir qu'un processus qu'on croyait irréversible est en réalité très fragile. Les droits de l'homme, c'est précieux, mais c'est très fragile. Alors, on peut se demander même, au début, la première fois que j'ai posé la question, ça paraissait comme une sorte de provocation, mais ça devient peut-être une question sérieuse et une nécessité à examiner. On peut se demander s'il n'y a pas lieu de transposer dans le domaine des droits de l'homme le principe de non-régression qui a été inscrit dans le droit de l'environnement au moment du sommet de la Terre de Rio. Rio plus 20, comme on l'a appelé. Le principe de non-régression s'est posé en droit. La question s'est posée en droit de l'environnement parce que on constatait une tendance à ne pas stabiliser les acquis, mais à revenir en arrière au nom de la liberté du commerce, au nom de la croissance, au nom du droit au développement et de tous les, je dirais, les courants qui vont à l'encontre d'une protection de l'environnement et en général et en particulier du climat. Donc il y a un phénomène de régression en droit de l'environnement et la notion de non-régression me paraît intéressante à étudier pour la transposer au droit des droits de l'homme. Cela étant, le chemin est encore long et je dirais qu'il ne va pas tout droit. Il est extrêmement sinueux, extrêmement rocailleux aussi.